Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce samedi 24 novembre. Voici les titres. La rentrée solennelle des établissements de l'enseignement supérieur a eu lieu hier en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Thème de la rentrée, quel environnement social pour un enseignement supérieur de qualité, moteur du développement économique de la Côte d'Ivoire. HEC Paris vient d'ouvrir un bureau à Abidjan. La première dame Dominique Ouattara a assisté à la cérémonie d'inauguration du bureau. L'école de commerce française veut contribuer au développement des compétences des cadres et accompagner les talents du continent. La Cour suprême a commencé à rendre les premiers verdicts des contentieux nés des dernières élections municipales et régionales. Le scrutin a été annulé à Lakota et à Port-Boué pour les municipales. Le vote va reprendre également dans le Logui-Bois et le Guémont pour les régionales. D'autres verdicts des recours sont encore attendus. Une dizaine de jeunes filles ont été kidnappées dans plusieurs villages du sud-est du Niger, près de la frontière avec le Nigeria. Le groupe terroriste Boko Haram est pointé du doigt. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Deux universitaires français et sénégalais ont remis hier vendredi au président français Emmanuel Macron, à sa demande, un rapport relatif à la restitution d'œuvres aux pays africains. Il s'agit d'œuvres pillées durant la colonisation. Mais le retour de ces œuvres suscite un débat. Comment est-ce possible? Pourquoi faut-il retourner les objets concernés? Les Africains sont-ils prêts à les recevoir? Autant de préoccupations est soulevées dans la page culture de ce samedi. Et notre invitée est Sylvie Memel-Kassi, directrice du musée des civilisations et de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Madame Sylvie Memel-Kassi. Bonsoir. Vous avez maintenant le rang de docteur. Mes félicitations. Merci. Alors, la Côte d'Ivoire est-elle concernée par ces objets d'art volés pendant la période coloniale? D'abord, il faut le dire, nous nous réjouissons de l'engagement du président Macron de faciliter les restitutions d'œuvres d'art à l'Afrique. Et ce d'autant plus que la Côte d'Ivoire compte des milliers d'œuvres disséminées un peu partout dans le monde. Donc la Côte d'Ivoire est concernée justement par ces œuvres qui ont été pillées durant la période coloniale. Nous sommes concernés. D'accord, vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure dans la page culture. On se retrouve dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Madame Memel-Kassi, Sylvie. Je vous conduis dans les locaux de l'université Nangu Abrogwa d'Abobo-Adjamé, où toute la communauté universitaire publique et privée s'est mobilisée hier avec le ministre Albert Mabry Touakeus pour la traditionnelle rentrée solennelle des établissements de l'enseignement supérieur. La rentrée solennelle a été présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'objectif de cette rencontre, faire le bilan de l'année écoulée et évoquer des perspectives pour une année académique réussie. Herman Guivi. Une rentrée solennelle 2018-2019, organisée pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Occasion de faire le bilan et d'ouvrir les perspectives sur les projets des institutions académiques qui y prennent part, mieux de décliner la vision et les réformes complémentaires pour corriger les dysfonctionnements du système. Nous allons entreprendre la rationalisation des bourses. La rationalisation va nous permettre de savoir à qui l'État de Côte d'Ivoire attribue les bourses, notamment les bourses étrangères. Créer des résidences universitaires dédiées aux jeunes filles. Le gouvernement a engagé la réhabilitation d'un certain nombre de cités. Il s'agit d'Abobo 1, Abobo 2, Williamsville 220, Vridi et de Port-Boué 3. Et les autres cités d'Abidjan devront suivre sans délai. Il s'agit également d'ouvrir les restaurants de l'université Péléforo Gon Coulibaly, de Korogo et de l'université de Mans. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu des mots d'encouragement pour les acteurs du système de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne les efforts fournis et ceux à venir, annonçant également certaines actions concrètes qui seront posées par le gouvernement. La réhabilitation et le rééquipement des universités publiques existantes. L'extension des universités Péléforo Gon Coulibaly à Korogo et Jean Lorgnon Guédé à Daloa. La construction de nouvelles universités publiques, celle de Ban est déjà ouverte et nous allons le 29 novembre prochain poser la première pierre de l'université de San Pedro. L'objectif est au moins que l'ensemble des districts de notre pays puissent avoir
pour chaque district, une université publique. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour améliorer l'environnement académique et social des universités et des grandes écoles. Mais il est également conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Cela n'est possible que dans un climat social apaisé. Pour y parvenir, j'appelle à la responsabilité et à l'engagement de tous les acteurs de la communauté universitaire à contribuer à la construction d'un environnement favorable à l'accomplissement de leur mission. Le Premier ministre a également eu des mots particuliers pour les étudiants. Lorsqu'on a une volonté clairement affichée de créer les conditions de vie meilleures pour les étudiants avec la construction et la réhabilitation des cités universitaires, qu'est-ce qu'il reste encore si ce n'est que décider de travailler? Dans notre pays, et je suis obligé de le dire, certains pensent, ont pensé ou pensent encore. Et ce n'est pas cela que vous devez regarder, chères étudiantes et chers étudiants, que l'on peut par des raccourcis, sans travail, sans effort, réussir et devenir riche. Ce n'est pas possible. La voie pour être reconnu comme étant compétent et forcer le respect des autres dans la société, qui reconnaîtront que vous avez le droit d'exercer telle ou telle fonction. Cette voie, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'excellence. Pays invité à cette rentrée solennelle, le Burkina Faso. Le système de l'enseignement supérieur comprend 303 établissements. L'effectif étudiant est estimé à 234 752 en 2017-2018 contre 203 5055 en 2015-2016, soit un taux d'accroissement de 15,33% sur les 2 dernières années académiques. Je l'annonçais dans les titres, HEC Paris va à la conquête de l'Afrique de l'Ouest. L'école de commerce française vient justement d'ouvrir un bureau ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée cette semaine en présence de la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. L'école veut contribuer au développement des compétences des cadres et accompagner les talents du continent. Jean-Luc Bambo. Ce bureau régional Afrique de l'Ouest et central de HEC Paris, qui ouvre dans les locaux de la maison de l'entreprise au Plateau, a pour objectif de former chaque année une centaine de cadres au métier de la finance et de la stratégie d'entreprise. Nos promotions rassemblent des cadres supérieurs et dirigeants provenant des plus grosses entreprises de la sous-région et également des PME. Ces cadres profiteront d'une montée en compétences et pourront se spécialiser en management, en finance, en business développement, en innovation et en entrepreneuriat. L'école ambitionne en outre former 5000 cadres de l'administration ivoirienne d'ici 2020. Une offre qui s'inscrit pour HEC Paris dans le cadre de sa mission éducative tournée vers l'international. HEC Paris est une business school qui est depuis plusieurs années une référence en France, en Europe, et dont l'ambition aujourd'hui est de devenir une des premières business schools dans le monde et dans tous les continents, y compris l'Afrique. Notre mission à HEC est d'accompagner la transformation des entreprises dans le monde économique d'aujourd'hui et de leur donner les moyens de leur développement. Pour l'inauguration de son bureau régional, la célèbre Business School française a réuni un parterre de personnalités ivoiriennes et internationales avec, à leur tête, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. L'Afrique a un besoin urgent de développer son réseau de décideurs en vue de sa croissance sociale et économique. C'est pourquoi je me réjouis de l'ouverture de ce bureau qui contribuera à faciliter l'accès à un enseignement de qualité pour nos jeunes. Les défis sont certes nombreux, mais notre jeunesse a su prouver qu'elle était prête à relever les challenges de leadership, de compétitivité et de management qui se présenteront à elle. Le pont qui, depuis 2 ans, se crée entre nos compétences locales et le réseau de formation HEC Paris est une opportunité exceptionnelle pour notre pays. Il sera ainsi possible aux hommes et aux femmes de notre région de trouver des solutions pertinentes pour la croissance et le développement de nos sociétés dans un environnement mondial de plus en plus compétitif. Par ailleurs,
l'excellence de l'enseignement que nos jeunes recevront leur permettra d'atteindre les objectifs de qualité que nous attendons d'eux. L'offre pédagogique est constituée de 2 executive certificates, le management d'une unité stratégique et la finance, mais également des programmes courts sur des thématiques managériales adaptées aux dirigeants africains. La première promotion de participants débutera sa formation en janvier 2019. Depuis hier vendredi, la Cour suprême a commencé à rendre les premiers verdicts des contentieux nés des élections municipales et régionales du 13 octobre. Plus de 100 recours ont été déposés devant la Cour. Pour les municipales, le scrutin a été annulé à Lakota et à Port-Boué. Le vote va reprendre également dans le Logui-Bois et le Guémon en ce qui concerne les régionales. D'autres verdicts des recours sont encore attendus, comme nous l'explique Gabriel Zani. La Chambre administrative de la Cour suprême a tranché sur plus de 100 recours en annulation des élections municipales et régionales du 13 octobre. Les verdicts de 43 requêtes sont connus. Ainsi, à Abidjan, la victoire du candidat du PDCI, Jacques Ehouo, a été confirmée dans la commune du Plateau, tout comme celle de Cissé Bakongo, candidat RHDP à Koumassi, et d'Abig Raoul, actuel maire de Makori. Il s'est présenté sous la bannière du PDCI. Pareil pour Jean-Marc Yassé à Cocody, dont la victoire est confirmée par les décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême. Dan Paulin et Gilbert Koné-Kafana maintiennent leur statut de maire respectivement dans les communes d'Atekoubé et de Yopougon. La victoire d'Ahmed Bakayoko à Bobo est désormais définitive selon le jugement de la Chambre administrative, seul organe à statuer sur les recours électoraux des localités. Les 3 maires élus étaient tous candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. À Méagui, au sud-ouest du pays, Ondri Yao, candidat du PDCI, peut célébrer à nouveau sa victoire car elle n'est plus à contester. Enfin, à San Pedro, le triomphe de Félix Anoblé est devenu une certitude. Autre décision forte de la Chambre administrative de la Cour suprême, l'annulation du vote à Port-Boué dans le district d'Abidjan et à Lakota dans le centre-ouest du pays. Les élections municipales dans ces communes seront reprises. Pour les régionales, les victoires de Kobena Kwasi Adjoumani, candidat RHDP, et d'Alphonse Guéguémadi, PDCI, sont confirmées dans le Gontougo et dans le Haut-Sassandra. Par contre, les scrutins seront repris dans le Logui-Bois, la région du centre-ouest, et le Guémon, situé à l'ouest du pays. La prochaine audience est fixée au 30 novembre à la Chambre administrative de la Cour suprême. Et dans l'actualité nationale également, le PDCI RDA a procédé ce samedi au lancement officiel de la campagne d'adhésion au parti. Il s'agit pour le PDCI RDA de redynamiser sa stratégie d'approche politique afin d'accueillir de nouveaux membres en son sein. L'opération entamée par une stratégie publicitaire revêt désormais un volet pratique. Le parti ira au contact de nouveaux adhérents pour leur expliquer sa vision nouvelle pour les échéances à venir. Après la phase d'expérimentation avec les étudiants des universités et grandes écoles, la CME, couverture maladie universelle, rentre dans sa phase de généralisation. Le régime non contributif, dit régime d'assistance médicale au profit des personnes démunies, a été lancé à Yamoussoukro. Cette phase pilote du régime non contributif concerne plus de 93 000 personnes issues des départements de Yamoussoukro, de Dabakala et d'Issia. Soro Corona. Yao Kwame, la soixantaine révolue, n'est pas bien portant depuis 2 jours. Il décide de se rendre au dispensaire du village où il reçoit des soins gratuits. Et cela grâce à sa carte de la couverture maladie universelle CEMU. Avant, pour une ordonnance de 5 000 francs, on a nos enfants qui mouraient. Et avec ça, en tout cas, on peut se soigner normalement, soigner nos enfants normalement. Souvent, nous sommes des paysans, nous sommes souvent en brousse, on a des blessures de serpents et autres. Donc avec ça, on peut se soigner librement et sans problème. Kwaku Nguessa vient également de recevoir des médicaments pour soulager son mal. Le mois passé, je n'avais pas acheté mes médicaments par manque d'argent. Ce matin, on me donne des médicaments cadeaux. Mais si Alassane Ouattara de penser aux pauvres. Ils sont des bénéficiaires du régime non contributif de la couverture maladie universelle. Ce régime dit régime d'assistance médicale permet aux personnes économiquement faibles ou démunies de se soigner sans aucune contribution financière. Ces actes médicaux lancent ainsi la généralisation progressive de la CEMU. Ils seront plus de 93 000 personnes issues
des départements de Dabakala, Yamoussoukro et Issia concernés par cette phase. Depuis Yamoussoukro, la ministre Mariatou Kone a invité les populations rurales à se faire enrôler pour bénéficier des soins gratuits. L'ensemble des actions du gouvernement aux plus vulnérables vise à l'amélioration de leur qualité de vie, mais aussi à la création des conditions nécessaires par l'investissement dans leur capital humain pour les affranchir du cercle vicieux de la pauvreté. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale, avec le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Presse. Pour accompagner la Côte d'Ivoire, l'ensemble des partenaires techniques et financiers, selon le principe d'efficacité de développement, sont unis autour d'une initiative nationale du mécanisme de financement mondial, le GEF, le cadre de coordination multisectorielle pour la santé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a salué au nom du président de la République le soutien de la Banque mondiale. Je reste convaincu que la protection sociale dans notre pays continuera à faire son chemin et permettra une bonne redistribution des produits de la croissance. Notre modèle de protection sociale contribuera puissamment à offrir aux populations vivant chez nous une meilleure qualité de vie. Pascal Abina a rappelé que les 35 000 ménages bénéficiaires du projet Filets socioproductifs seront également concernés par le régime non contributif de la CEMU. La couverture maladie universelle se définit comme un système national obligatoire de couverture risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Elle comprend deux régimes. Le régime contributif, à raison de 1 000 francs CFA par personne et par mois, et le régime non contributif. À partir du premier trimestre de 2019, la CEMU va s'étendre progressivement à toute la Côte d'Ivoire. Et dans le domaine de l'environnement, la Côte d'Ivoire, notre pays se prépare à participer à la COP24, la conférence des parties sur le climat. Les enjeux de cette rencontre qui va se tenir le 14 décembre prochain viennent d'être présentés. Ils portent entre autres sur la mobilisation des ressources financières et la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale. Grace Kando nous en dit plus. La 24e conférence des parties, COP24, se tiendra à Katowice, en Pologne, du 2 au 14 décembre prochain. La Côte d'Ivoire y participera. Ce sera l'occasion pour le pays de réaffirmer son engagement aux côtés des autres États du monde entier à relever les défis du changement climatique. Les enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire ont été présentés aux parties prenantes. Notre pays, la Côte d'Ivoire, sera fortement représenté à la COP24 pour y présenter ces initiatives qui, je le rappelle, sont en cohérence avec notre plan national de développement depuis 2016-2020. Nos attentes peuvent se résumer en 4 points. D'abord, le renforcement des capacités des parties prenantes. Ensuite, la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale, la mobilisation des ressources financières et enfin le partage d'expériences. Nous avons pris des engagements à la dernière COP par rapport à l'initiative cacao. Vous savez que l'agriculture a été accusée de participer à la déforestation. Ce n'est pas faux, mais il y a une initiative qui a été prise qui s'appelle l'initiative cacao et forêt, faire en sorte que les plantations de cacao, la culture du cacao qui est importante pour notre pays, ne soit plus la cause de la déforestation, faire en sorte qu'il y ait un développement non seulement pour l'agriculture mais également pour la forêt qui soit durable, permettre à nos communautés de vivre en paix sur notre territoire national sans détruire notre patrimoine forestier. La délégation ivoirienne aura dans ses valises plusieurs projets structurants sur l'éducation, le reboisement et autres qui seront présentés à la table des bailleurs de fonds. Je dirige par exemple un projet qui va à l'endroit de l'éducation environnementale avec les élèves, le projet Une école 5 hectares de forêt. Voici, en dehors de ce projet, nous avons d'autres projets, des projets de flancs de montagne, de la grande muraille verte. Et nous allons à cette COP pour demander à des partenaires de nous accompagner parce que le défi à relever, le défi est très énorme. Cette rencontre permettra de définir également une feuille de route afin de déterminer la possibilité d'apporter un appui aux pays africains dans l'élaboration des programmes et stratégies
de lutte contre les changements climatiques. Et les journalistes, de leur côté, veulent s'impliquer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain dans l'espace CEDEAO. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire a donc lancé le 19 avril dernier le Grand Prix CEDEAO de la plume environnementale. Les lauréats de ce prix sont connus. Parmi les lauréats figurent un Ivoirien, un Sénégalais. On en sait plus avec notre reporter Franck Quadio. J'ai pour habitude d'être soin de l'eau. Aujourd'hui, je suis lauréat de ce prix. Je dis merci. Andy Costa, activiste engagé pour la cause environnementale, désigné meilleur journaliste à télé pour la protection de l'environnement et du développement durable. Avec lui, Makasek, journaliste sénégalais pour le volet presse, le prix radio pas attribué. Créer l'émulation au sein de la presse sous-régionale pour la vulgarisation des solutions pour un environnement sain, l'objectif de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, en initiant avec le soutien de la CEDEAO ce Grand Prix de la plume environnementale. La semaine prochaine, à Katowice, en Pologne, nous irons présenter ce prix au stand de SAI Event pour la Côte d'Ivoire, mais aussi sur le stand de la CEDEAO. Parce que nous pensons que tous les décideurs qui, au cours de cette réunion mondiale, au cours de cette conférence mondiale arrivent, ont besoin de savoir ce que nous prenons comme initiative, ont besoin de savoir ce que les Africains, eux aussi, conçoivent comme décision concrète pour sauver le climat. Une plume verte, un devoir à accomplir pour les différents nominés. Ils étaient une douzaine dans la catégorie télé, radio et presse, ont aussi été récompensés par l'OJPCI, des structures et organisations œuvrant pour la préservation de l'environnement et l'optimisation d'une économie verte durable. Nous sommes déjà dans les changements climatiques et la solution aujourd'hui c'est l'adaptation. Donc l'une des premières pierres de l'adaptation c'est la sensibilisation. Et en tant qu'homme de médias, nous devons utiliser notre média comme vecteur de sensibilisation face à ce défi climatique qui est un défi majeur. Les gouvernements font des efforts et les organisations comme la nôtre sont là pour leur apporter leur soutien, à savoir créer des cadres d'encouragement comme ce que fait l'OJPCI à travers ce prix pour les journalistes, des cadres d'évaluation comme ce que nous faisons à travers la mise en œuvre de l'ISO 26000 qui est un ISO standard. Le représentant résident de la CEDEAO, Babacar Carlos Mbaye, le secrétaire exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, Abou Bamba, et le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable ont tous marqué leur soutien. Notre environnement est en péril, l'écosystème dans son ensemble. Recommandations donc, des efforts doivent être déployés en synergie pour développer d'autres alternatives, telles le tourisme. Grand Prix CEDEAO de la plume environnementale vise à récompenser les journalistes acteurs de la protection de l'environnement dans l'espace CEDEAO. Et les journalistes disent également non au sida. Les acteurs du monde de la communication et de la santé ont pris part ce samedi 24 novembre à la première édition de la journée sportive de lutte contre le sida au stade de la haute fréquence de la RTI ici à Cocody. Au menu, une marche sportive, comme vous le voyez sur ces images, une séance de fitness, de la danse et du vélo. Le compte rendu de Béatrice Nicole et Samuel Mec dans nos prochains journaux. Des membres présumés du groupe islamiste nigérien Boko Haram ont enlevé dans la nuit de vendredi à samedi une dizaine de jeunes filles dans plusieurs villages du sud-est du Niger, près de la frontière avec le Nigeria. Ce nouveau rapt intervient après le massacre dans la nuit de mercredi à jeudi de 8 civils dans le village de Toumour par des hommes de Boko Haram. Sujet plus gai à présent, il se nomme Désiré Begré, il est enseignant et vit en France. Le cacao ivoirien fortement consommé à travers le monde est l'objet de cette bande dessinée que vous allez le voir, une bande dessinée qu'il a conçue, une œuvre pour tous les consommateurs de chocolat, une fiction centrée sur les différentes étapes de l'ensemencement à la dégustation pour célébrer les efforts des producteurs du cacao. Dégustation dans ce reportage de Franck Quadio. On met les grains, voilà. Cours d'initiation à la cacao-culture, Désiré Begré, ivoirien et enseignant, veut faire découvrir au-delà de la saveur l'essence de la cabosse mère aux petits Français. Moyen trouvé, la didactique par le livre, La cabosse qui parle, tout un chantier. Nous faisons cette promotion du cacao pour permettre aux petits Français, aux petits Européens de savoir l'origine du cacao. Et dans notre recherche en profondeur, on s'est dit que pour valoriser nos planteurs, il fallait sortir une BD, une bande dessinée qui va retracer ce circuit, depuis la pépinière jusqu'à la tablette de chocolat.
Donc il y a un travail minutieux qui est fait. L'idée a germé et aujourd'hui, la graine a grandi. L'idée du processus de la transformation du cacao est expliquée par le biais du livre aux enfants. D'abord, c'est la caboche qui explique aux enfants l'histoire. Elle dit aux enfants, moi, je n'ai pas été mis en terre, mais mes autres amis ont été, voilà comment ils ont été mis en terre pour devenir chocolat. L'auteur partage la même vision pour les enfants du pays. Et aujourd'hui, nous sommes à Abidjan pour aussi permettre à nos enfants de connaître ce livre. Nos enfants ne connaissent pas le chocolat. Et sincèrement, ils ne consomment même pas le chocolat, alors que le chocolat est très important. Il y a des vertus dans le chocolat. Et c'est pour appeler nos responsables aussi, nous, notre souhait, que cette BD soit distribuée dans les écoles. Désiré Begré est à son premier roman. L'homme exerce aussi dans l'humanitaire à travers son association Les Amis de San Pedro. Abidjan abrite pour la deuxième année consécutive le festival de l'électronique et du jeu vidéo. Thème de ce festival, la création d'emplois grâce à l'industrie du jeu vidéo. Les participants ont été instruits sur des sujets tels que la création d'un jeu vidéo, la monétisation d'un jeu ou d'une application. 3 jours de festival, 9 tournois et à la clé 13 millions de francs CFA à gagner pour cette deuxième édition du FEJA, Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Plusieurs pays africains participent à cette édition, notamment l'Égypte, le Nigeria et le Burkina Faso, autour du thème « Création d'emplois autour du jeu vidéo ». De pouvoir montrer que le jeu vidéo a du potentiel, de pouvoir montrer que c'est toute une industrie qui existe derrière le jeu vidéo et qu'en Afrique, il est possible de pouvoir faire du jeu vidéo et gagner sa vie. Pour l'instant, on est content de voir l'engouement des jeunes, de voir l'engouement des familles qui accompagnent leurs enfants pour venir participer au tournoi. Plus qu'un simple divertissement, le jeu électronique est devenu une véritable industrie. À cette cérémonie d'ouverture, les jeunes ont été instruits sur les métiers qu'offrent les jeux électroniques. Il y a les métiers de la création, ce sont les studios qui font les jeux. Il y a les métiers des éditeurs qui commercialisent les jeux. Il y a les métiers de la formation et de l'information. Il y a les métiers de la compétition. Et la création, les métiers phares, c'est programmeurs, c'est graphistes, infographistes et les game designers. Street Fighter, FIFA, Tekken ou Naruto sont en autres les jeux retenus pour la compétition. Mes attentes pour ce tournoi, c'est d'abord de donner tout pour essayer de ramener la coupe au Burkina. Et ensuite, c'est de me faire connaître surtout. Mais on veut juste faire du bon jeu, rencontrer la communauté ivoirienne et représenter le pays. Les jeux vidéo ne sont pas nécessairement une perte de temps, qu'il y a une portée pédagogique derrière. Depuis la conception, la production, la commercialisation jusqu'aux compétitions professionnelles, l'industrie du jeu électronique est loin devant l'industrie musicale et cinématographique avec plus de 69 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2018. Voilà, reportage réalisé pour vous par Pierre Dipomelin et Didier Nguessan. Je vous conduis à un autre festival, c'est le festival panafricain du film d'animation, de marionnettes et du jeu vidéo qui s'est tenu ici à Abidjan. C'est une plateforme pour susciter l'intérêt et l'adhésion pour la cause du film d'animation, mais surtout permettre aux acteurs du dessin animé et de la modélisation d'images d'échanger et partager les expériences. Le reportage de Franck Quadio. Les yeux sont rivés sur l'écran. Ces joueurs sont membres de la Fédération ivoirienne d'Awalé. Ils sortent de la compétition classique et affrontent chacun un ordinateur, l'Awalé. Jeu de société traditionnel stimulant l'intelligence et nécessitant la stratégie est mis sur un logiciel. L'idée plaît au responsable fédéral. Qui va nous permettre de faire connaître la fédération, de faire connaître le jeu d'Awalé et de le promouvoir davantage au plan intellectuel, au plan urbain, contrairement à ce qui se fait au plan rural. Parce que ce se fait au plan rural, mais de plus en plus, nos jeunes gens, ce matin, nous étions là avec 10 étudiants qui ont pratiqué, ça les a intéressés. Et donc, on va essayer de le promouvoir au sein de l'université, au sein des grandes écoles, parce que ça contribue à l'intelligence des jeunes gens. Et bientôt des visiteurs pour les compétiteurs. Nous sommes à la réalité au Festival panafricain du film d'animation, de la marionnette et du jeu vidéo, les Éburnades. Ils ont pour particularité promouvoir les jeux et animations faisant la promotion des traditions et réalités du continent. Les ressources humaines au niveau de la Côte d'Ivoire pour créer des films d'animation. Donc il faut motiver ces différents concepteurs-là à aller plutôt vers la culture. Au lieu de faire des films juste pour faire rire, on peut faire des films institutionnels, on peut faire des films pour montrer l'histoire de la Côte d'Ivoire, les interactions entre les peuples comme les alliances, ce genre de choses, pour que nos enfants ne soient pas ignorants. Ils étaient plusieurs à l'ouverture du festival, des étudiants, des développeurs et des curieux, férus de marionnettes et d'animations filmées. L'activité est reconnue ludique, un appui efficace renforcerait la professionnalisation. À la fois art visuel et scénique,
L'animation, les marionnettes et les jeux vidéo occupent de plus en plus une place dans la société. Le public s'étant ces derniers temps diversifié. Et on arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, Mme Sylvie Memel-Kassi, et nous allons parler de la restitution d'œuvres spoliées aux pays africains. Alors, le rapport remis hier au président français Emmanuel Macron recense au moins 90 000 objets d'art africains qui sont dans les collections publiques françaises. Alors, dites-nous, comment autant d'objets ont pu se retrouver dans ces collections à l'étranger? La plupart de ces collections ont été, s'il faut appeler ça comme ça, acquises pendant la période coloniale. Et nous savons que pendant la période coloniale, il y avait... Excusez-moi, quand vous dites acquises, le rapport dit objet volé ou bien objet pillé. J'ai dit acquises parce que il faut qu'on arrive à prouver si c'est de bonne foi ou pas. C'est pour cela qu'au départ, le Bénin avait demandé plus de 26 objets qu'on acceptait de donner aujourd'hui. Donc, je dis c'était pendant la période coloniale que ces objets ont été soustraits des communautés pour aller à l'extérieur du continent. Donc, c'était le fait des missionnaires, c'était le fait des militaires, c'était aussi le fait des marchands européens, français. Et c'était aussi, avec l'évolution, le phénomène du trafic illicite est aussi arrivé. Et donc, nous avons tous ces facteurs-là qui militent en faveur de ce nombre vraiment très, très important de ces œuvres qui se trouvent aujourd'hui un peu partout dans le monde. D'accord. Alors, je voudrais savoir clairement, est-ce que tous ces objets, pour vous, ont-ils été tous pillés ou non? Si nous considérons la période coloniale, le contexte de la période coloniale, à l'époque, l'administration, c'était le colon. Donc, il suffisait seulement que l'administrateur, qui était le colon, demande ou veuille prendre l'objet et l'objet était acquis. Il y a aussi ce qui était fait par donation, mais c'était aussi sur le choix, par rapport au choix de l'administrateur que ces objets étaient acquis. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle d'objets transférés illicitement. Et ces objets doivent arriver parce que le contexte nous obligeait vraiment les Africains à céder ces objets. Et souvent, ce n'était même pas avec leur accord. D'accord. Alors, il y a aujourd'hui des experts qui s'opposent à ce rapport. Qui, si vous le savez, il y a des experts qui disent que par rapport à l'inaliénabilité de ces objets, alors ce rapport-là n'est pas un rapport fiable. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense Est-ce que ces objets-là, enfin pour eux, ces objets-là ne devraient pas retourner en Afrique? Les avis sont différents. Vous savez, quand on parle, on soulève la question des restitutions, on entre tout de suite dans un débat passionné. Il y a ceux qui veulent que les objets reviennent sur le continent et il y a ceux qui prônent pour une méthode beaucoup plus douce, c'est-à-dire de faire en sorte de conclure des partenariats, de conclure des accords, des protocoles pour que ces objets qui sont de l'autre côté puissent aujourd'hui être exploités par les deux parties. C'est-à-dire, on milite aujourd'hui soit pour la co-gérance ou la co-exploitation. Donc, les avis sont partagés. Alors, concernant la restitution des objets, le Bénin, vous le savez, avait réclamé le retour de ses biens culturels de l'époque du royaume de Dahomey et le Bénin vient d'avoir gain de cause. Qu'en est-il de notre pays? Au niveau de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire prépare le retour des objets, le ministère prépare le retour des objets. Est-ce que nous avons réclamé comme le Bénin l'a fait? Non, il faut comprendre que c'est tout un processus. Il faut tenir compte de certains paramètres. Nous n'entrons pas tout de suite dans la logique de demander. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance. Nous ne nous allions pas sur ça. Je crois que le ministère de la Culture aujourd'hui est en train de préparer avec une méthode douce. Est-ce que c'est une question de mode? Il n'y a pas question d'urgence, d'utilité? Non, il faut préparer ces objets-là, il faut préparer leur retour. D'accord. Et la Côte d'Ivoire n'est pas prête? On ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt, puisqu'on est en train de préparer. D'accord, vous allez nous dire à quelle étape nous nous situons. Nous allons voir ce reportage de Patricia Omouetia parce que justement, vous avez lancé un projet de signature de 5000 signatures pour parler de collection fantôme. Nous allons regarder ce reportage et puis en discuter par la suite. À tour de rôle, ils ont signé le manifeste dénommé Collection Fantôme et le Livre d'Or.
un engagement à protéger le patrimoine culturel. À l'issue de la crise post-électorale, plus d'une centaine d'objets d'art manquent à l'appel, d'où le nom de collection fantôme. Des pièces jugées majeures, dont des bijoux royaux, des masques, des sculptures, des parures et des objets d'art religieux traditionnels. Plusieurs personnes aujourd'hui ivoiriennes ne connaissent pas ces œuvres-là. Mais nous pouvons remémorer ces œuvres en partant de l'imaginaire. Parce que là, on a une absence et l'imaginaire va nous permettre de mettre sur place tout ce que nous avons perdu. À travers des peintures et des tableaux, environ 700 élèves essaient de donner vie à ces objets disparus. Nous avons eu à faire des différentes réalisations concernant le projet Fantôme. Et nous avons été suivis par des maîtres qui nous ont donné un peu quelques idées pour pouvoir réaliser le manquant des objets de l'Afrique. La collection Fantôme se veut comme un ensemble de réponses aux questionnements que soulève le phénomène du trafic illicite des biens culturels. Le président Macron à Ouagadougou, en novembre l'année dernière, en tout cas, avait émis le vœu que tout ce qui a été arraché de cette façon soit restitué aux propriétaires. Et donc la Côte d'Ivoire est totalement partante pour ce projet et nous devons faire en sorte que tous ces produits, ces objets d'art de notre patrimoine culturel soient restitués. Tous les partenaires, où qu'ils soient, puissent nous aider à réhabiliter ce qui nous appartient. Les représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie, de l'UNESCO, de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle et du Bureau national d'Interpol ont exprimé leur foi en ce projet. Ils matérialisent la volonté de retrouver ces objets de valeur, a indiqué Mme Kassi. Elle souligne également que ce projet a pour but de garder la flamme de l'espoir et du souvenir afin que ces objets volés ne disparaissent pas une deuxième fois, c'est-à-dire de la mémoire collective. Voilà, c'est un projet noble, mais dites-nous clairement, la Côte d'Ivoire est à quelle étape du processus de restitution? Alors, il y a beaucoup d'actes qui ont été posés par la Côte d'Ivoire et qui vont dans le sens justement de la restitution pour le jour où nous nous sentirons vraiment prêts. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a un projet de décret qui est en train de se mettre en place par le ministre de la Culture et de la Francophonie pour la mise en place d'un comité de restitution des œuvres, justement. Il y a aussi que la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention du droit de 1995 qui prône le retour des objets. Il y a aussi que nous avons identifié des personnes ressources. La Côte d'Ivoire a envoyé les noms des deux experts demandés par M. Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, les deux experts de Macron. Français et sénégalais. Tout à fait. Pour dire justement que nous sommes dans la dynamique. Le rapport a été remis au président français. Tout à fait. Alors, et nous avons envoyé nos listes demandées par Africom et aussi par les deux experts, justement. Il y a aussi que nous avons besoin de mettre en place une politique d'identification et d'inventaire de ces objets que nous apprêtons à recevoir. Est-ce que vous avez une idée justement de ces objets qui sont à l'étranger par rapport à la Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire a beaucoup d'objets. Je prends seulement l'exemple du musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly à Paris a 4038 objets de la Côte d'Ivoire. Le Metropolitan Museum de New York a 4000 objets de la Côte d'Ivoire. Le musée Cleveland donc a plus objets, de... Le nombre est important. Le nombre est très important. Alors donc, après, vous parlez de décrets, là, on a un agenda. Voilà, le Bénin, il y a le Sénégal qui sont prêts à accueillir leurs objets. Le Bénin, je l'ai dit, le résultat est concret. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on est encore au stade des décrets. Si on vous écoute, on est encore au stade des projets. Concrètement, Madame, la question des restitutions fait appel au droit. Donc, au niveau juridique, il y a des dispositions à prendre. Et par rapport à cela, la Côte d'Ivoire est vraiment dans la voie pour parler de restitution d'une manière concrète. La loi de 87 est en actualisation et passera bientôt devant l'Assemblée. Il y a aussi, je vous ai parlé de la Convention du NIDROIT. Il y a aussi au niveau institutionnel, le gouvernement aujourd'hui a pris l'engagement de construire un musée digne de ce nom qui répond aux normes internationales de sécurité, de conservation. Parce que nous ne sommes pas encore prêts au niveau, il n'y a pas encore de sécurité au niveau de la conservation. Le musée, il va être construit quand? Alors, c'est autant de questions que les Ivoiriens se posent pendant ce temps. Mais les objets vont venir
comment on est en train de former des agents pour pouvoir encadrer, justement, accueillir ces objets. Je ne connais pas la politique du Bénin, mais je peux vous dire qu'au niveau des 8 pays de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir ratifié la Convention du UNDROA, qui donc nous met dans la position, en cas de pillage, de compter sur la solidarité internationale et d'avoir nos objets. Nous ne courons aucun risque pour le moment, pendant que, enfin, je vais dire, à ce moment précis, là, nous ne courons aucun risque quand nos objets sont dans ces collections à l'étranger. Pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une traçabilité. Et je crois que le Conseil économique et social, culturel et environnemental est en train d'œuvrer pour que les objets aujourd'hui qui se trouvent dans tous les pays du monde puissent être marqués de l'origine du pays. Donc, il y a une volonté manifeste aujourd'hui de voir où se trouvent nos objets et de préparer justement les conditions de leur retour. Je peux dire même que la Côte d'Ivoire est très, très avancée parce que dans le cas de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que le Bénin n'a même pas signé la convention du UNDROA. Mais le Bénin a pu quand même avoir gain de cause. Hein. Le Bénin Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si ces objets arrivent, ces objets ont fait l'objet de pillage, nous sommes en train de préparer donc les conditions de conservation. Oui. Et si ça vient et que ces objets sont volés, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne voudrait pas que ces objets-là soient volés. Mais justement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, ces objets ne se perdront jamais. Parce que nous avons pris les dispositions au niveau juridique. Merci beaucoup, Mme Memel Kassi, en tout cas d'avoir été notre invitée de la page culture. On comprend bien donc justement que la Côte d'Ivoire est en train d'entamer plusieurs actions pour le retour de ces objets d'art. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis à 23h. Retrouvez Kolo Koulibaly. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.